Salut tout le monde, je vous retrouve ce soir pour débriefer le Tour des Flandres 2025, la course du jour qui a été absolument incroyable de A à Z. On s'attendait à du très grand spectacle, à un énorme duel entre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar. Pas que, on avait aussi des outsiders sur lesquels on comptait beaucoup. Et la particularité de ce Tour de Flandre 2025, c'est que tous les protagonistes ont répondu présents tout au long de la journée. On a eu la bataille attendue, on s'est régalé comme jamais. Je pense même que ce Tour des Flandres 2025, en termes d'émotion, est supérieur au Milan-San Remo qu'on a vécu il y a quelques semaines maintenant. La folie. J'ai hâte de débriefer tout ça avec vous. On se fait un petit peu le résumé de la course. Je vais mixer ça un petit peu avec un débrief global de l'ensemble des coureurs. Première partie anecdotique comme à chaque fois de 270 km jusqu'à 140 km et la première ascension du Vieux Quarmont. On a quand même une échappée de 8 qui est partie dans cette première partie de course. Le peloton était contrôlé par Alpecin et UAE. Première ascension du Vieux Quarmont sans incident majeur pour la suite de la course. En revanche, juste après cette ascension du Vieux Quarmont, il y a une bonne chute qui va se produire dans le peloton. Mathieu Van Der Poel va être impliqué, mais pas que. Pas mal de coéquipiers de Tadej Pogačar aussi. Ça va avoir son importance pour la suite de la course et peut-être sur le résultat du jour. On y reviendra un petit peu plus tard. Van Der Poel, le temps de changer de vélo et tout ça, va repartir une minute après le peloton qui roule très fort parce qu'on arrive au pied de l'Eckenberg. Donc Van Der Poel fait un très gros effort pour rentrer. Il va réussir à rentrer sans plus d'incidence que cela. Mais on sent bien toute la nervosité du peloton qui roule extrêmement fort. Vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo. La moyenne de course aujourd'hui a été exceptionnelle, malgré des conditions venteuses défavorables dans le final de la course. À 110 km de l'arrivée, on a vraiment une bataille, littéralement une bataille au sprint pour se placer au pied du Molenberg. Pas de secret, on sait très bien que c'est tendu à ce moment-là. D'ailleurs, au sommet du Molenberg, dans l'ordre, ça va être Powless, Pedersen, Pogačar et Van Der Poel qui vont passer au sommet. 110 km de l'arrivée sur l'avant-course, vous avez fait du Tour des Flandres hier. Je vous ai précisé que ce secteur-là, c'était potentiellement le bon moment pour tout outsider pour sortir à ce moment-là et créer des anticipations avant la deuxième ascension du Vieux Quarmont où on attendait une attaque de Tadej Pogačar. C'est ce qui va se produire juste après cette ascension du Molenberg. Il y a un moment de flottement dans le peloton. Les premières anticipations commencent et c'est Ballerini d'Astana qui va créer le bazar. Il va être suivi par Stefan Kung de Groupama, Tiesj Benoot de Visma et Vito Brett d'Intermarché. Ça, c'est le premier groupe de 4 qui va partir. On va avoir un petit groupe de contre de Filou qui va se reglisser juste derrière avec Matteo Trentin, Filippo Ganna, Dan Hulme de Lidl et Quinter Amas d'Alpecin. Avec la présence de Ganna, de Lidl, d'Alpecin et de Visma avec Benoot devant, ça contraint évidemment UAE à rouler fort derrière pour ne pas laisser trop de champ à l'échappée et à ce groupe de contre. À 90 km de l'arrivée après l'ascension du Berendries, on a un regroupement à l'avant. Stefan Kung, Tiesj Benoot, Matteo Trentin et Ganna ont une minute d'avance sur un peloton emmené par Morgado et Michael Berg. On a le sentiment à ce moment-là, à 90 km de l'arrivée, qu'UAE n'est pas bien uni autour de Pogačar. Il faut dire que Nils Politt et Narvaez sont tombés, je crois en même temps que la chute de Mathieu Van Der Poel à 135 km de l'arrivée. Et on sent bien que la pression est sur eux, alors que Lidl, Visma et Alpecin ont chacun un ou plusieurs coureurs à l'avant. 75 km de l'arrivée, on est dans l'ascension du Bergtenaut. C'est un mont pavé hyper étroit. L'écart avec le groupe d'échappés dans lequel on retrouve de très gros outsiders monte à 1 minute 20. Pogačar semble bien isolé, ça bluffe pas mal, ça ralentit aussi beaucoup. Et Alpecin quand même se met à rouler malgré la présence de Quinten Hermans dans l'échappée. Alpecin tient le manche en tête de peloton pendant un moment et arrive à ce moment-là Nils Politt et Florian Vermeersch à la rescousse de Tadej Pogačar. Reste alors 70 km. Clairement, il n'y a plus trop de doute à ce moment-là. Même s'il a encore du personnel pour bosser pour lui, on sent bien que ça arrive au bout pour les équipiers de Pogačar. Ouais, Pogačar isolé si loin de l'arrivée, ça ne peut signifier qu'une chose, Pogačar devrait attaquer dans la deuxième ascension du Vieux Quarmont à 55 km de l'arrivée. Ce moment-là, précis 70 km de l'arrivée, il y a quand même 200 km de course qui ont été parcourus et la moyenne est stratosphérique, plus de 45 de moyenne, avec un vent soufflant en grande partie de côté ou de face. Ça vous laisse
un peu imaginer l'intensité de la course aujourd'hui et à quel point les organismes de l'ensemble des coureurs pouvaient être assez usés avant même les 50 derniers kilomètres. Après ce secteur-là de Berendries, on a la traversée de Rons, la montée de Auton sur une route non pavée, puis on va se jeter dans la descente en faux plat descendant sur la route large pour aller chercher la deuxième ascension du Vieux-Quarmont. Ça y est, on arrive dans le Money Time de ce Tour des Flandres 2025. Ça va être l'explication magistrale qu'on attend, qu'on a attendu toute la journée. On le sait, Pogačar va attaquer dans cette deuxième ascension du Vieux-Quarmont. 50 km de l'arrivée, c'est également ce moment triptyque. Après le Quarmont, vous avez Paterberg et Koppenberg. Là, on va vivre 15 km de folie. Au pied de la deuxième ascension du Vieux-Quarmont, les échappés, Ganna, Trentin, Koen, Benoot, ont une quarantaine de secondes d'avance sur le groupe Pogačar-Van der Poel, sur le peloton. Ce qu'on peut déjà dire avant cette deuxième ascension du Vieux-Quarmont, c'est que l'entreprise d'anticipation de Benoot, de Koen, de Trentin et de Ganna a été une réussite. Parce que le projet, en partant si loin de l'arrivée, forcément, c'était de pouvoir passer au moins à la deuxième ascension du Vieux-Quarmont avec suffisamment d'avance sur le groupe Pogačar-Van der Poel pour passer avec eux au sommet. Deuxième ascension du Vieux-Quarmont, première attaque de Pogačar, plus d'équipier UAE pour faire le boulot pour lui. Le Slovène va devoir se débrouiller tout seul dans les 50 derniers kilomètres. Et sur cette première accélération de Pogačar, on a quand même de très bonnes surprises. Wout van Aert, Jorgenson et Pedersen arrivent à suivre le rythme de Van der Poel et Pogačar au sommet de la deuxième ascension du Vieux-Quarmont. Ce groupe-là a 25 secondes de retard sur les échappés. On note quand même que Pogačar n'a pas tout mis sur cette première accélération et que malgré tout, cette ascension du Vieux-Quarmont a été très rapide. Tant l'ascension de Pogačar, 3 minutes 56. Sous les 4 minutes, c'est monté très très vite. Après le passage du Vieux-Quarmont, on a une petite période de latence. Visma ne veut pas rouler avec Van der Poel et Pogačar. À ce moment-là, ça comprend donc Wout van Aert et Jorgenson. Ils ont tout à fait raison de ne pas collaborer avec les deux aliens puisqu'il y a la présence devant de Tiesj Benoot. Pedersen, lui, de son côté, se fait discret. Il y a certes Dan Uhl à l'avant, mais c'est pas la peine de se cramer plus que ça pour Pedersen. Il sait qu'il y a encore beaucoup de route jusqu'à Oudenaarde. Et ce qu'on peut quand même noter sur le cas de Pedersen, c'est que contrairement aux 2 années précédentes, aux éditions 2023 et 2024, cette fois, Pedersen n'a pas joué l'anticipation comme je l'imaginais. Il a patienté gentiment et il a serré les dents, les fesses et tout ce que vous voulez pour tenir le rythme et les roues de Pogačar et Van der Poel. Après cette deuxième ascension du Vieux-Quarmont, on a la petite descente, on entame l'ascension du Paterberg. Cette fois-ci, ce n'est pas Pogačar qui met la pression, mais bien Van der Poel. On voit bien que pour Mats Pedersen, Jasper Stuyven, Matteo Jorgenson et Wout van Aert, c'est bien plus difficile. Mais ce groupe de 6 coureurs va rester ensemble après l'ascension du Paterberg. Et j'avoue qu'à ce moment-là de la course, j'étais très inquiet pour Wout van Aert. Il restait 45 km jusqu'à Oudenaarde. Et on sentait bien que l'ascension du Paterberg avait fait extrêmement de mal aux coureurs belges. Et j'ai eu très peur qu'il plie le moteur et qu'il termine très loin après cette ascension du Paterberg. Ça va être tout le contraire et j'en suis ravi. Après cette ascension du Paterberg, on a vraiment un moment de latence jusqu'à l'ascension du Koppenberg. Il y a toujours à l'avant la présence d'un groupe de 7, Marco Haller, Matteo Trentin, Stefan Koen, Filippo Ganna, Ballerini, Tiesj Benoot et Dan Uhl sont à l'avant. Dans le Koppenberg, Pogačar remet encore un caramel, deuxième attaque de Pogačar après la deuxième ascension du Vieux-Quarmont. Van der Poel s'accroche et met tout ce qu'il peut et il est bien le seul à pouvoir accompagner le Slovène. Les deux monstres vont rentrer sur une partie des échappés et on a alors la situation de course suivante. Benoot, Koen, Ballerini ont une dizaine de secondes d'avance sur Trentin, Ganna, Van der Poel et Pogačar. Et un tout petit peu plus loin, on a donc Mats Pedersen, Jasper Stuyven, Wout van Aert, Matteo Jorgenson et Marco Haller. Tout ça, ça va se regrouper. Et avant l'ascension de Stijn-Bendries, on a donc 12 coureurs à l'avant. Et pour tous les autres coureurs du peloton derrière, c'est mort. Les écarts sont faits. Le Tour des Flandres se jouera entre ces 12 coureurs. Stijn-Bendries, Poga, troisième caramel de la journée, une troisième attaque pour user, surtout Mathieu Van der Poel, mais tout le monde dans l'ensemble. Van der Poel répond encore une fois très bien, et derrière Van der Poel et Pogačar, j'ai la très grande surprise de retrouver Wout van Aert dans ce groupe de 3. Ça me rassure énormément après l'ascension du Paterberg. On sent que Pogačar cherche à user l'ensemble de la concurrence et Mathieu Van der Poel plus précisément. Mais à ce moment-là de la course, il ne fait pas de différence. On se pose alors la question, est-ce que Pogačar est vraiment dans une très grande forme, ou alors est-ce que ses jambes ne répondent pas aussi bien qu'attendu, ou alors peut-être est-ce le vent qui souffle de façon défavorable et qui du coup rend la course un petit peu plus facile pour les coureurs qui sont dans sa roue et Mathieu Van der Poel plus particulièrement. Les doutes sur la condition de Pogačar et sur l'état de ses jambes ne vont pas s'effacer avec l'ascension du Taillenberg. Pogačar
encore une fois, mais une quatrième accélération. Van der Poel, comme toujours, répond bien. Et cette fois, c'est pas Wout van Aert qui parvient à s'accrocher, mais Mats Pedersen. Et derrière, les trois favoris à ce Tour des Flandres, Pogačar, Van der Poel et Mats Pedersen, on a un groupe de compte qui va se former avec 3 Visma, Stefan Kung et Jasper Stuyven. Après cette ascension du Tannenberg, ça semble être le bon coup. Pogačar a eu raison de tous, sauf de Mathieu Van Der Poel et Mats Pedersen. 30 km de l'arrivée, on a l'ascension du vieux Kreuzberg. Côté pavé, puis on tourne à droite, vous avez ce faux plat très dur de Hauton. Pogačar met le paquet, ça doit être la 5e accélération de Pogačar depuis la 2e ascension du vieux Quarmont. Van Der Poel continue à s'accrocher, Pedersen lui rend les armes. Et on a une nouvelle situation de course après le Kreuzberg. Van Der Poel et Pogačar sont seuls à l'avant. Pedersen, Stuyven et Wout van Aert sont à 10 secondes. Matteo Jorgensen, Stefan Kung et Tiesj Benoot sont à 30 secondes. Ça va rentrer pour le groupe de contre et on va retrouver 5 coureurs en tête. Van Der Poel, Pogačar, Pedersen, Stuyven et Van Aert. Pour tous les autres derrière, c'est terminé. Le Tour des Flandres, on en est sûr désormais, avant la dernière ascension du vieux Quarmont, se jouera à 5 coureurs. Les 3 favoris, Pogačar, Van Der Poel et Mats Pedersen. La surprise, enfin semi-surprise, Jasper Stuyven qui est là au soutien de Mats Pedersen. Et surtout, l'excellente surprise de retrouver Wout van Aert, qui, on le sent, termine très bien ce Tour des Flandres. Et mieux à chaque ascension. On arrive alors au pied de la 3e et dernière ascension du vieux Quarmont. Wout van Aert va anticiper sur la partie asphaltée, prendre 20-30 mètres d'avance sur Pogačar. Pogačar qui imprime un rythme très fort sur la partie asphaltée avant d'arriver sur le pavé. On sent que pour Mats Pedersen et Jasper Stuyven, les 2 coureurs de Lidl, ça devient difficile dans la roue de Van Der Poel. Et lorsqu'on rentre dans le pavé, Pogačar, ça y est, cette fois, il met absolument tout ce qui lui reste dans le moteur. Bouffe, Wout van Aert qui avait une vingtaine de mètres d'avance, le dépose dans la foulée. Van Der Poel s'accroche tout ce qu'il peut et là c'est la stupeur. On a enfin le duel que l'on a attendu toute la journée et qui s'est produit à partir de la 2e ascension du vieux Quarmont. Sauf que cette fois, pour la première fois de ce Tour des Flandres 2025, Mathieu Van Der Poel va laisser 2, 3, 5 puis 10 mètres à Pogačar. Van Der Poel est enfin en train de plier les ailes dans la roue du Slovène. Je vous le disais, Pogačar met absolument tout devant pour créer un maximum d'écart avec Van Der Poel. Ça se voit au faciès de Pogačar. Je pense que pour la première fois depuis le départ ce matin, Pogačar a absolument tout mis. Tout ce qu'il avait dans cette dernière ascension du vieux Quarmont, il savait que c'était le dernier moment pour lui pour pouvoir lâcher Van Der Poel. Et clairement, ça sent très bon pour lui. Il fait une très grosse ascension du vieux Quarmont, plus lente en revanche que le 2e passage, mais c'est normal. C'est l'usure classique de la course. Pogačar a monté le vieux Quarmont en 4 minutes 05. C'est une petite dizaine de secondes plus lent que la précédente ascension. Mais derrière, on sent bien que c'est difficile pour tout le monde. Et Van Der Poel, qui a lâché du lest sur Pogačar, voit le retour de Wout van Aert, Mats Pedersen et Jasper Stuyven. Et on a donc, au sommet du vieux Quarmont, Pogačar seul en tête avec 12 secondes d'avance sur le quatuor. Le contre reste à 4 et à ce moment-là, je me pose une question, somme toute assez stratégique. On a bien senti que Van Der Poel n'avait pas tout mis dans cette dernière ascension du vieux Quarmont. En tout cas, c'est ce que j'imaginais à ce moment-là. Parce qu'il y avait un vent défavorable dans le final de la course. Et c'était plus intéressant pour lui de rester avec Pedersen, Stuyven et Van Aert que de se retrouver tout seul devant Pogačar. À 4 contre 1, vous avez une chance de revenir sur Pogačar. En 1 contre 1, je pense que Van Der Poel n'était plus du tout confiant à l'idée de pouvoir rentrer sur Pogačar. Malheureusement, après cette dernière ascension du vieux Quarmont dans le groupe de contre, ça a besoin de souffler. Ouais, l'exercice de Tour des Flandres 2025 a été très difficile à digérer pour ces 4 coureurs et on le comprend au vu des harcèlements non-stop de Pogačar. Et ce groupe va concéder une vingtaine de secondes entre le sommet du vieux Quarmont et le pied du Paterberg. On a l'ascension du Paterberg, Pogačar semble encore bien à l'aise. Derrière, statu quo, personne ne cherche à faire la différence sur les copains. Et au sommet du Paterberg, alors qu'il reste 13 km à parcourir, Pogačar a 25 secondes d'avance sur Pedersen, Stuyven, Van Aert et Van Der Poel. Je le rappelle, le vent de face est dans les 8 derniers kilomètres en direction d'Oudenaarde. On se dit alors que c'est tout à fait possible pour le groupe de 4 de pouvoir rentrer sur Pogačar. Mais il n'y a rien à faire, Pogačar est au-dessus du lot en ce dimanche 6 avril. Il écrase les pédales vent de face. Et à 5 km de l'arrivée, Pogačar a 45 secondes d'avance sur Van Der Poel, Pedersen, Stuyven et Van Aert. C'est terminé. Pogačar vient remporter à Oudenaarde son 2e Tour des Flandres en 3 participations. Mesdames et messieurs, ce Tour des Flandres 2025 a été une course stratosphérique, spectaculaire. On s'est régalé.
Et dans les 50 derniers kilomètres, ça a tourné autour d'un seul bonhomme, Tadej Pogačar. Rendez-vous compte, il remporte ce deuxième Tour des Flandres à près de 45 de moyenne. Il a fait tous les monts à fond à partir de la deuxième ascension du Vieux Quarmont à 50 km de l'arrivée. Il a harcelé l'ensemble de la concurrence, mais il a surtout cherché à harceler un homme en particulier, Mathieu Van Der Poel. Et ça a fonctionné. Van Der Poel a été contraint de rendre les armes parce que Pogačar a fait imprimer à son équipe un rythme d'enfer jusqu'au pied de la deuxième ascension du Vieux Quarmont. Et à partir de là, il n'y a pas une seule ascension où j'ai pas noté une accélération de Pogačar. Au-delà de ce Tour des Flandres, on peut quand même noter que c'est le 8e monument en carrière de Pogačar, lui qui compte désormais 2 Tours des Flandres, 2 Liège-Bastogne-Liège, 4 Tours de Lombardie. Il reprend l'avantage sur Van Der Poel qui reste bloqué à 7 monuments. On ajoute à ça qu'il aura un petit peu l'appareil de Milan-San Remo, clairement avec le Paris-Roubaix qui s'affiche pour dimanche prochain, 3e monument de la saison. Et bien on va avoir la belle les gars, on va avoir la belle 1-1. Van Der Poel, 1 Milan-San Remo, Pogačar, 1 Tour des Flandres. 8 monuments à 7 pour Pogačar contre Van Der Poel. Quel duel, c'était magnifique. Van Der Poel, je vais en parler, mais avant ça, on va parler de Mads Pedersen qui termine 2e de ce Tour des Flandres. C'est lui qui a réglé le groupe de 4 pour la 2e place au Oudenaarde. Alors Pedersen, on va quand même noter une chose, contrairement aux 2 éditions précédentes du Tour des Flandres, cette fois, il n'a pas anticipé la course. Il a été patient, discret, prudent. Il s'est fait violence pour tenir un maximum la roue de Pogačar et Van Der Poel dans les 45 derniers kilomètres. Ça lui a souri. Clairement, il n'est pas au niveau de Van Der Poel et Pogačar, mais ça c'était attendu. En revanche, le sprint qu'il nous fait à la fin à Oudenaarde, c'est absolument magistral. Il lance de très loin, 300 mètres de la ligne, vent de face. Et ni Van Der Poel ni Wout van Aert sont en mesure de venir le déposer sur la ligne. 3e, Mathieu Van Der Poel. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à la performance de Van Der Poel aujourd'hui? Il a été au niveau, même plus que ça, je trouve. Je trouve que c'est la meilleure version qu'on a de Van Der Poel en ce début de saison 2025. Il a fait sa course, il avait une seule règle, suivre la roue de Pogačar à un maximum. Ce qu'il a réussi à faire entre la 2e et la 3e ascension du Vieux Quarmont. Malheureusement pour lui, le scénario de 2023 s'est reproduit. Personnellement, on l'attendait. Il y a clairement une différence de poids entre Van Der Poel et Pogačar. C'est sûr que voir Pogačar harceler comme ça Van Der Poel, au bout d'un moment, ça allait tourner à l'avantage du Slovène. Maintenant, on peut quand même se poser 2 questions concernant Van Der Poel. La chute à 135 km de l'arrivée lui a coûté un très violent effort dans les Kenberg pour recoller au peloton. Ça, par exemple, c'est un effort que n'a pas fait Pogačar tout au long de la journée. Donc, je pense que ça a joué dans le final. Et puis, la deuxième chose, c'est que je trouve qu'à certains moments, il y a eu des errements de placement de la part de Mathieu Van Der Poel. Il n'a pas toujours été au contact de la roue de Pogačar à certains moments, notamment dans la 2e ascension du Vieux Quarmont. Là, il a dû faire un gros effort pour recoller à Pogačar. Et je crois que ça a été également le cas à 30 km de l'arrivée dans l'ascension de Steijn-Bendries, où Wout van Aert a réussi à suivre. Là encore, Van Der Poel était en queue de groupe de 5-6 coureurs, là où Pogačar était devant. Et lorsque Pogačar a attaqué, Van Der Poel a encore fait un effort supplémentaire pour recoller à Pogačar. Tout ça mis bout à bout, peut-être que ça a coûté à Van Der Poel dans la dernière ascension du Vieux Quarmont à 25 km de l'arrivée. Maintenant, vu le final qu'a réalisé Pogačar, vent de face alors que ça roulait à 4 ensemble et bien derrière, et voilà, je pense que le plus fort a gagné aujourd'hui. Évidemment, il y aura de la déception chez le Néerlandais ce soir, mais alors il y a tout lieu de se rattraper la semaine prochaine sur Paris-Roubaix. À l'image du Tour des Flandres, c'est sa course et cette fois, Pogačar ne pourra pas réaliser le même numéro qu'il a réalisé aujourd'hui. 4e de ce Tour des Flandres 2025 et très bonne surprise, Wout van Aert. J'applaudis le Flamand. Quel cœur il a montré aujourd'hui, franchement, quel héroïsme. Après la 2e ascension du Vieux Quarmont dans le Paterberg, je l'ai trouvé extrêmement mal. J'ai beaucoup craint pour la suite et la fin de son Tour des Flandres. Et au final, plus les ascensions se sont enchaînées dans les 50 derniers kilomètres, plus le Flamand était mieux et bien. Terminé 4e aujourd'hui, forcément, il y a la déception de ne pas être sur le podium pour Wout van Aert. Mais en sachant d'où il vient et toutes les critiques qu'il a pris dans la gueule depuis le 3 Saxo Classique et puis plus récemment sur à travers la Flandre, c'est le meilleur poids Visma et honnêtement, je ne m'attendais pas à une telle performance. Je voyais Jorgensen être le meilleur des Visma aujourd'hui. C'était mon favori de cœur, Wout van Aert. Le voir finir 4e, c'est vraiment incroyable au terme de ces 270 km de course. C'est de très bon augure pour Paris-Roubaix la semaine prochaine. Van Aert a peut-être enfin trouvé la carburation sur ce Tour des Flandres. Et ça fait plaisir. Franchement, bravo Wout van Aert parce qu'il fallait vraiment s'accrocher dans ce final
pour tenir la roue de Van Der Poel, Pedersen et Stuyven. Il a fait mieux que ça. Je trouve qu'après Pogačar, ça a été le plus impressionnant dans la dernière ascension du Vieux-Quarmont. Bah, bravo, franchement bravo Wout van Aert, quelle rédemption, quel boulot aujourd'hui. Je suis très heureux de retrouver Wout van Aert à ce niveau-là. Jasper Stuyven termine 5e de ce Tour des Flandres 2025. C'est une semi-surprise parce que personnellement je ne l'avais pas cité dans les favoris du jour. Je le voyais peut-être abattre un travail plus important pour Pedersen. Ce qu'il a fait, et malgré tout il vient nous claquer une performance XXL parce qu'après Pogačar il est dans le groupe des mastodontes. Bravo Jasper Stuyven, bravo aux Belges, 4 et 5, ça ne sourit toujours pas. Dernière victoire belge sur Tour des Flandres 2017 et Philippe Gilbert. Mais franchement, Lidl peut être très fier de sa performance. Mettre 2 coureurs dans le top 5, Pedersen 2 et Stuyven 5, c'est un truc de fou. Bravo à Lidl. Ensuite, aux 6e, 7e et 8e place, on a 3 coureurs qui ont été récompensés par leur anticipation à 100 km de l'arrivée après l'ascension du Molenberg. Tiesj Benoot termine 6e, Stefan Kung 7e et Filippo Ganna 8e. Bravo les gars, j'ai dit que pour pouvoir jouer une bonne place pour tous les outsiders, c'est-à-dire tous ceux qui ne s'appellent pas Pogačar et Van Der Poel, il fallait partir de loin. Ces gars-là l'ont fait et ont eu l'endurance pour pouvoir tenir jusqu'à Oudenaarde. Donc franchement, Benoot, Kung, Ganna, vous pouvez être fiers de votre course aujourd'hui. Vous avez énormément donné dans les 100 derniers kilomètres pour toujours avoir un coup d'avance sur Pogačar. Il en a manqué dans le final, mais c'est normal lorsqu'on part aussi loin sur le rond 2. J'ai ajouté une petite chose sur Filippo Ganna. Clairement, effectivement, le Tour des Flandres n'est pas pour lui, il est trop lourd pour les monts pavés. Mais il a vraiment bien fait de faire le déplacement aujourd'hui sur le Tour des Flandres. Il a rendu une copie quasi parfaite. D'ailleurs, il règle le sprint du peloton pour prendre cette 8e place. Et tout ça, c'est très bon augure pour Paris-Roubaix qui lui conviendra beaucoup mieux la semaine prochaine. Et je conclus cette vidéo avec le top 10 de Garcia Cortina qui fait 9 et de Ballerini qui fait 10. Je vais l'appeler Franco Ballerini, mais c'est pas ça son prénom. Bon, je l'ai plus, c'est pas grave. Ballerini, là encore à l'image de Benoot, Kung et Ganna, qui fait partie des mecs qui ont anticipé la course à 100 bornes de l'arrivée, même plus que ça. C'est lui qui est à l'origine de ce mouvement de course à 100 bornes de l'arrivée. Donc voir Ballerini récompensé d'un top 10 aujourd'hui, c'est plus que mérité. Bravo aux coureurs italiens. Voilà, que vous dire d'autre? Tous les favoris que je vous ai cités hier, que je vous ai mis dans la petite description de la vidéo, ont répondu présent. Ça a été une bataille de mastodonte tout au long de la journée. Seulement un cas d'appel peut-être Matteo Jorgensen, que j'imaginais être le meilleur Visma aujourd'hui. Les 5 derniers kilomètres ont été de trop pour lui. Il a beaucoup donné l'Américain aujourd'hui. Il s'est fait manger par le peloton dans les 500 derniers mètres. Ça lui coûte un top 10. Mais on va quand même noter la très très bonne course de Visma qui a aligné 4 très fortes têtes. 3 mecs qui avaient très fortement brillé à travers la Flandre mercredi dernier, Jorgensen, Benoot, Van Aert. Les 3 ont réalisé une course d'équipe fantastique. Van Aert est le meilleur Visma, mais d'ailleurs Benoot et Jorgensen n'ont pas été en reste. Donc bravo Visma. Il fallait savoir se remobiliser après la petite bévue qu'on a eue dans le final d'à travers la Flandre. Ils l'ont fait. Ils n'ont pas été au niveau d'un Pogačar. Mais on attendait d'eux aujourd'hui qu'ils courent en équipe pour aller chercher un résultat. 2 mecs dans le top 10. Il y avait 3 mecs dans le final après la deuxième ascension du Vieux-Quarmont. Visma, chapeau. Visma, c'est très bien et c'est très bon augure pour Paris-Roubaix la semaine prochaine, notamment pour Van Aert. On va en parler de ce Paris-Roubaix peut-être déjà un petit peu maintenant. Pogačar, Van Der Poel, Wout van Aert, Mats Pedersen et Jasper Stuyven. Le top 5 du jour sera au départ de Paris-Roubaix dans une semaine. Je ne vais pas plus développer ça maintenant, mais ça nous promet encore une fois du très grand spectacle pour le 3e monument de la saison, dimanche prochain. Je vais juste préciser une petite chose. Sur Paris-Roubaix la semaine prochaine, Pogačar ne pourra pas courir comme il l'a fait sur Milan-San Remo et Tour des Flandres. On peut imaginer que Wout van Aert, Pedersen, Stuyven et surtout Van Der Poel seront très revanchards. Donc voilà, on en a terminé avec le Tour des Flandres, mais je pense qu'on est tous là désormais à attendre Paris-Roubaix dans une semaine avec une très grande impatience. Avant ça, il y aura quand même le Tour du Pays Basque la semaine prochaine, de lundi à samedi, course que je débrieferai en fin de semaine prochaine. Et puis voilà, c'en est tout pour ce très grand récap d'un Tour des Flandres 2025 magistral, remporté par un Tadej Pogačar monumental. On a un début de saison 2025 fantastique, avec un storytelling incroyable à chaque course, Milan-San Remo, Tour des Flandres la semaine prochaine, Paris-Roubaix. Je me régale, j'imagine que vous aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce Tour des Flandres 2025. Certes, le scénario de 2023 s'est reproduit, mais on n'a pas été en reste et je pense que
C'est un Tour des Flandres qui a certainement été un des plus spectaculaires de ce 21e siècle. Et c'est pour des journées comme ça que je me régale d'être un passionné de cyclisme et j'imagine que c'est la même chose pour vous. Allez, je vous laisse ici, passez une très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-course de Paris-Roubaix et pour débriefer le Tour du Pays Basque. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Bonne soirée, ciao.